30 juillet 2022, il y a maintenant 3 ans, sortait le premier épisode de la saison 2 des Louvabos, après une attente de près de 9 mois après le dernier épisode de la saison 1. The Circus était le début d'un nouvel arc, d'une nouvelle salve d'épisodes, au nombre de 12 contre 8 pour la précédente saison. Et c'est le 21 décembre 2024 que la saison s'est clôturée avec l'épisode Since Mess. Un épisode que vous avez énormément plébiscité, pour une raison qui m'échappe totalement, je dois l'avouer. De mon point de vue, de la même manière qu'Ozzy était le réel season final de la première saison plutôt que Queen Bee, Since Mess fait vraiment pas le figure à côté de Mastermind et fait plus office d'épisode hors série de type Noël qu'autre chose. Mais il n'empêche qu'il est le dernier épisode de la saison 2 des Louva et que certaines problématiques majeures pour la suite de la série y sont soulevées. Sans compter que vous venez peut-être aussi de terminer les 2 saisons de la série qui viennent de sortir sur Prime, alors bienvenue. Installez-vous, nous avons des cookies et des gluttonies. Étant donné que j'écris cette vidéo en avance, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes nouveau sur la chaîne après votre découverte sur Amazon, et pour les anciens, si la VF est à la hauteur de vos attentes. En attendant, partons une nouvelle fois dans les méandres de l'enfer, installez-vous bien dans votre canapé ou siège de bureau, augmentez votre autoradio ou ajustez vos écouteurs, et nous nous lançons dans l'analyse de Since Mess. L'épisode reprend le lendemain du procès de Blitz, un peu à la manière d'un Full Moon Apology Tour. Stolas se réveille donc dans un tout nouvel environnement pour lui, l'appartement de Blitz, et il est certain qu'il aurait préféré un autre contexte pour y être invité. Cela n'a, je pense, échappé à personne, mais le prince est bien loin d'être ravi de son sort. Il a bien vite réalisé qu'avoir voir Blitz implique beaucoup de choses, ou en l'occurrence, de n'avoir plus grand chose. Son attitude snobinarde va d'ailleurs prendre le dessus pas mal de fois durant l'épisode, mais comment lui en vouloir? Stolas est né riche et privilégié, il n'a connu que ça toute sa vie, et il est évident qu'il ne se rend probablement pas compte du tout de comment vivent les gens normaux. La différence est flagrante, ne serait-ce que lorsqu'il énumère son petit déjeuner ou la manière dont celui-ci lui était préparé. Bien évidemment, la chouette est mal à l'aise, pas du tout préparée à vivre un train de vie largement en dessous du sien. Il tente de joindre Via sans succès, et c'est alors que l'on a une ellipse, les voyant lui et Blitz durant 1 mois. Et l'adaptation est difficile. Quand on a toujours vécu dans une cage dorée, il est compliqué de se rendre compte des nombreux privilèges que l'on avait. Faire la queue pour les courses, laver son linge, acheter des vêtements, des choses qui nous paraissent banales, mais qui étaient toutes faites par des serviteurs pour Stolas. En réalité, à part son travail, la chouette n'était pas préparée à vivre une vie normale. Et c'est ainsi qu'on se retrouve 1 mois plus tard, le jour de Since Mess, l'équivalent infernal de Noël chez nous, fête où chaque habitant de l'enfer a le droit de tout faire pour rendre hommage à son cercle de naissance. Fête qui était complètement inconnue de Stolas, comme le dit Blitz, apparemment, les riches ne savent pas s'amuser. À noter à ce moment que Stolas ne prend donc plus son antidépresseur depuis 1 mois. Limp emmène le prince à l'entreprise, espérant lui remonter le moral en lui donnant une raison d'être, en lui confiant le poste de Luna. Chose qui fera réaliser à Stolas qu'il est pauvre. Une réalité qui ne l'avait pas encore frappé. Mais entendre son amant, ami, logeur, on sait pas trop quelle relation ils ont à ce moment-là, lui suggérer qu'il gagnera de l'argent en effectuant les tâches de Luna, qu'il n'a plus effectivement le moindre sou et qu'il doit maintenant gagner sa vie comme tout le monde, fait que cette réalité le frappe en pleine face. Remarquez qu'à part Blitz, cela a offensé Millie, Moxie et Luna qui évidemment doivent se dire « Bah ouais mec, comme tout le monde en fait ». Et c'est pas le seul rappel qu'on va lui faire de sa situation. La nouvelle cliente qu'on va appeler Karen vient pour donner une mission à Impé de tuer son ex-mari. Et quel heureux hasard de circonstances, la situation qu'elle vit ressemble exactement à la situation de Stolas. Un mari qui a trompé sa femme avec un homme. Chose qui replonge le prince un peu plus dans la dépression, validant le point de vue de la cliente qui souhaite que son mari souffre. Ce n'est qu'une fois MP parti en mission et Stolas mis à bout par cette même cliente que celui-ci pète complètement un câble après avoir reçu un spam téléphonique qu'il pensait être Via. Il se tape la plus grosse désillusion de sa vie, n'ayant même plus la force de bouger son bureau sans ses pouvoirs, balançant la fanfiction qu'il écrivait sur lui et Blitz, réalisant que ce n'était peut-être pas pour ça qu'il aurait dû se battre. Après 1 mois de tentatives infructueuses, 1 mois sans ses antidépresseurs, 1 mois sans le moindre signe de vie, c'est décidé, il va voir sa fille sans se douter que le résultat de cette rencontre sera bien loin de celui auquel il s'attendait. Bon, c'est un classique chez Vivzi, mais les méchants qui sont introduits en mode badass, en mode menaçant, un peu cool, déchantent vite et sont déconstruits dans l'épisode d'après. C'est ainsi que depuis quelques épisodes, on assistait au naufrage de Stella, qui au début avait l'air d'une fieffée manipulatrice pour ne simplement être qu'une femme stupide, cruelle et pas subtile pour un sou, arrachant le téléphone de sa fille alors que Stolas tentait de l'appeler, se moquant allègrement de lui devant Octavia, sans parler d'André Alphus qui passe de mastermind à un oblio moqueur sans aucune saveur. Heureusement que la fin de l'épisode relève un
un peu le niveau en ce qui le concerne. Mais c'est vraiment triste de constater qu'à l'heure actuelle, l'équipe d'écriture, du moins en ce qui concerne les antagonistes, n'arrive pas ou n'a pas la volonté de les maintenir dans leur aspect de vilain charismatique. Ce sont des choses qu'on a pu constater avec quasiment tous les antagonistes du show. Striker, Crimson, Stella. Heureusement, Rolando est mort assez tôt pour qu'il n'ait pas à subir ce glowdown. Un peu comme Nifty qui démonte les antagonistes dans Has Been. Mais André Alfust a tout de même son petit moment de gloire dans l'épisode. Bon, entre deux humiliations certes, car entre Stolas qui lui défonce la gueule et le fait que ça soit Octavia qui lui ferme sa bouche à la fin, bon, on a vu mieux. Il n'empêche qu'il nous fait une démonstration de pouvoir plutôt impressionnante entre ses tentacules de glace, son dragon qui se transforme en hydre et sa capacité à réussir à dégoûter Blitz en l'insultant. Non, en vrai, on nous a un peu régalé avec notre pan sur ce final. Le mec se fait quand même littéralement déchiqueter la jugulaire et il reste tranquille sur son balcon. J'en profite pour parler de ce combat dantesque que nous offre toute la team. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas eu un affrontement digne de ce nom. Les plans et les angles de caméra rendent vraiment le tout très dynamique. Tous les personnages sont bien mis en avant et on en reparlera plus en détail dans les parties adéquates. Finalement, André Alfus capitule face à sa nièce et aux railleries de Blitz qui lui dit qu'effectivement Stella serait ravie d'apprendre que son frère se soit fait humilier par 2-3 imps, un Hellhound et sa propre fille. Il préfère donc partir sans demander son reste. C'est honnêtement pour ça que je ne voulais pas faire cette review. Après l'épisode Mastermind, j'avais fait une petite vidéo sur le personnage expliquant pourquoi depuis cet épisode je comprenais un peu mieux Octavia, pourquoi elle avait le bénéfice du doute et pourquoi effectivement je pouvais concevoir ses réactions. Mais Sinsmess a littéralement tout gâché. Est-ce que c'était une volonté des auteurs ? J'en sais rien, mais ce dernier épisode a à mon sens enlevé le peu de cohérence qu'ils avaient réussi à instaurer dans ce personnage. Ceci dit, comme je l'ai dit en live, il va être très compliqué de parler d'Octavia. Tout simplement car pour ma part, je ne la comprends pas et que même en essayant de me mettre à sa place, je n'arrive pas à trouver de logique dans ses actions et réactions. Là où beaucoup de personnes dans la communauté semblent eux totalement adhérer et comprendre son comportement. Aussi, j'ai pas envie de déclencher une guerre dans les commentaires concernant ce personnage. C'est pourquoi j'en parlerai en réalité très peu, je ne parlerai que de ce qui nous est factuellement montré à l'écran. Le lendemain du procès, Octavia reçoit un premier appel de son père. On voit d'ailleurs que cette dernière était en attente de ce coup de fil, elle était ravie de le prendre. Cependant, Stella l'empêche de répondre. Elle lui dit qu'elle ne doit pas parler à son père avant de se fiche royalement de sa tronche devant Octavia. La jeune fille a donc à ce moment deux informations importantes. Son père cherche à la joindre et sa mère l'empêche de lui répondre. Retenez bien ces informations car elles vont être très importantes pour la suite. Nous faisons ensuite un bon mois en avant. Mois durant lequel nous, spectateurs, savons que Stolas a cherché à joindre sa fille. Nous retrouvons notre chère Octavia qui écoute de la musique comme à son habitude. Elle marche sur une plante morte de son père avant de passer devant la salle dans laquelle sa mère et son oncle se vautrent dans l'hilarité depuis tout ce temps. À ce moment précis, on entend Stella dire « Il a essayé de la joindre durant tout le mois ». Et justement, Via est interpellée par la phrase que prononce Stella. Elle enlève exprès ses écouteurs avant de repartir l'air maussade, voyant bien que bon, c'est pas ultra palpitant de regarder deux hyènes se fendre la poire. Elle retourne dans sa chambre au milieu des souvenirs de son père et entame la chanson de l'épisode, à savoir une reprise de You Will Be Okay, mais on est sur la version edgy adolescente. Et honnêtement, c'est cette chanson qui met pour moi le feu aux poudres concernant le personnage. Outre le fait que ça soit une balade, qui n'est pas trop mon délire, c'est surtout que ce que l'adolescente dit est juste incohérent, au moins en partie. Le Would You Call Me on the Phone m'a un poil agacé. C'est pas comme si Octavia n'était pas consciente que son père eût essayé de l'appeler, au moins la première fois. Elle sait que sa mère l'empêche de la voir. Alors pourquoi ? Le coup des mensonges, on peut pas trop lui reprocher. De son point de vue, encore une fois, c'est Stolas qui a trompé sa mère, c'est Stolas qui lui a promis de ne jamais l'abandonner et qu'il ne partirait pas avec Blitz. Et de son point de vue aujourd'hui, Stolas a sacrifié sa vie pour Blitz, est vivant pour elle ne sait quelle raison, et vit maintenant avec lui. Alors forcément, si on part du principe qu'Octavia n'a pas vu la fin du procès, on ne sait pas quelle version lui a été donnée. Peut-être qu'on lui a dit que Stolas avait volontairement choisi de perdre tous ses titres et qu'il est parti tranquillou avec Blitz. Une chose est sûre, elle savait qu'il était vivant. Mon petit Controuneau également, appelle-le non ? Enfin, je sais pas, t'as 17 piges, tu sais te servir d'un téléphone ou d'une cabine téléphonique ? Pire, tu sais exactement où est ton père en fait. La preuve, vu que tu te rends à IMP à la fin de l'épisode sans aucun problème. Enfin, je sais pas, y a que moi que ça choque. Autant on peut comprendre que Stolas n'y aille pas tout de suite. Sa fille ne lui répond plus et surtout, il a perdu tout droit de propriété sur son manoir et André et Stella qui y vivent maintenant seraient loin de l'accueillir à bras ouverts. On rappelle qu'ils ont essayé de le tuer plusieurs fois. Mais toi là, tu peux te rendre à IMP sans problème, non ? Pourquoi ne pas le faire
faire plus tôt. Je vous avais dit qu'il fallait pas qu'on parle d'Octavia. Bon, le reste de la chanson, c'est surtout elle qui exprime sa déception et ses craintes. Le fait qu'elle va à présent devoir grandir sans son père et que celui-ci ne connaîtra plus que son nom au final. Encore une fois, une partie de moi comprend ce côté reproche, car de son point de vue, Stolas a finalement réalisé toutes ses craintes, et estimant qu'il lui a menti, elle ne cherche pas à avoir plus d'explications, quand en réalité, tout est une question de contexte. Et trouver les antidépresseurs de Stolas juste après n'aide pas. Sur sa réaction, je suis moi-même en conflit. J'aurais aimé qu'elle s'inquiète directement pour son père, qu'elle court le voir pour lui dire qu'elle était désolée de n'avoir jamais remarqué que ça allait si mal, qu'elle allait être là pour lui à présent, et qu'ils allaient affronter ça ensemble. Mais à la place, on a exactement ce que je vous avais dit dans la vidéo sur Octavia. Elle se dit que c'est de sa faute, que tout n'était que mensonge, que Stolas est resté misérable à cause d'elle, et qu'il n'a pas hésité une seule seconde quand il a eu l'opportunité de partir. Et pourtant, elle les prend ces pilules. Elle se rend à IMP pour confronter son père et surtout lui donner ses médicaments, car elle s'inquiète sûrement pour lui et qu'ainsi elle pourrait avoir des explications. Mais non, c'est peut-être un poil trop intelligent pour ce personnage et ça impliquerait de connecter les 2 neurones qu'elle possède. Elle suit IMP chez elle, mais fait la plante verte durant tout le combat avant de finalement sauver son père et tenir tête à André. Puis d'un coup, n'en a plus rien à faire et part en lui tirant la gueule. Il s'est passé quoi entre ces 2 scènes? Ou même ces 2 scènes? Non mais regardez, le raccord on dirait qu'il manque au moins 1 ou 2 minutes. On dirait qu'elle a complètement vrillé. Et je vous parle même pas de son discours de fin qui est complètement incohérent. Ton oncle vient de tenter de tuer ton père sous tes yeux. Je sais pas, wake up, t'as pas l'impression qu'il y a un léger souci dans ta famille autre que ton père qui baise un imp? C'est la première fois que je vais le dire depuis que je parle du Helaverse, mais pour moi, on est en face d'un réel problème d'écriture. Ce personnage, dans cet épisode précisément, n'a aucun sens. On dirait que 2 versions du personnage s'affrontent tout au long de l'épisode et que les scénaristes n'étaient juste pas d'accord sur quelle version offrir au public. Et ça rend la chose vraiment frustrante. On avait toutes les bonnes clés dans Mastermind pour avoir un minimum de cohérence avec le personnage d'Octavia et tout a été foutu en l'air dans Since Mess. Comme dans toute review, à un moment, faut revenir sur toutes les petites sous-intrigues ou aspects de l'épisode dont on n'a pas encore parlé. Since Mess, non, parce que autant Halloween a été synonyme de la fête anti-Blitz, on n'a eu aucun lien avec l'Ofer, autant Since Mess, c'est une vraie fête propre à l'univers de Vivzi. Une fête où chaque démon en enfer célèbre son cercle de naissance. Millie, Blitz et Moxie ont l'air de venir du cercle de la colère, on le voit notamment au travers des actions du couple, car Blitz semble plutôt être dans le soutien envers Stolas tout au long de l'épisode, Luna venant bien évidemment du cercle de la gourmandise, sans pif tout au long de l'épisode. On aperçoit également des décorations célébrant les différents cercles. Et durant cette célébration, notamment dans les 5 dernières minutes, on a le droit à 2 petits développements intéressants. Le premier, très léger mais non négligeable, c'est la nouvelle vie sociale de Luna, qui depuis Queen Bee a l'air d'avoir noué des liens avec d'autres Hellhounds. Et ça fait plaisir de la voir rire, parler, avoir des conversations normales avec d'autres personnages. Un développement secondaire, mais très appréciable pour cette dernière. Le second est plus délicat et va être sujet à débat. Millie est enceinte. Et ça, c'est un gros morceau. On va pas tous être d'accord sur l'interprétation ou la façon de traiter ce sujet, mais si vous êtes ici, je suppose que c'est pour entendre au moins ce que j'en pense. Millie ne veut pas de cet enfant. C'est du moins comment j'interprète son comportement. Après le résultat du test, elle jure, elle a l'air maussade. Plutôt que d'en parler à Moxie, elle s'isole pour appeler Salimet avant de fondre en pleurs. Alors vous me direz, elle pourrait avoir peur, parce que croyez-moi, cette situation peut totalement être terrifiante. Mais lorsqu'elle revient voir Moxie, l'air toujours triste, elle lui dit que tout va bien, alors que c'est complètement faux, et surtout, elle lui demande s'il sait qu'elle l'aime. Cela sous-entend clairement que Millie a pris une décision sans Moxie, une décision qu'elle pense peut-être en désaccord avec son mari. Millie ne veut pas de cet enfant. Il peut y avoir plein de raisons vu le contexte. Le couple ne gagne pas beaucoup d'argent, ils font un métier dangereux, Millie est une femme carriériste, ou tout simplement, elle ne veut pas d'enfant. Je pense donc que le thème de l'avortement sera probablement abordé. Et il peut être abordé de plusieurs manières. Soit Millie va le faire sans parler à Moxie, et ce serait un sujet plus tard. Soit elle va en parler à Moxie, et on pourrait avoir une dispute sur le sujet. La meilleure chose selon moi serait de montrer un Moxie compréhensif, qui soutient sa femme, quelle que soit la décision qu'elle prendra. On parle de Moxie après tout. Et la pire manière d'en parler serait que Millie exprime son souhait de ne pas avoir l'enfant, et que son mari tente de la convaincre du contraire. Avoir un discours bien culpabilisant, montrant que Millie accepte finalement, serait pour moi le pire message à faire passer. Encore plus dans un contexte comme celui des US aujourd'hui. Après, il existe bien évidemment l'option où Millie a juste peur d'avoir cet enfant. Et se faire rassurer par son partenaire serait alors effectivement une bonne option pour montrer que c'est quelque chose qui se gère à 2. Et honnêtement, je pense qu'il est possible que ce soit cette option vers laquelle l'écriture se tourne pour une raison toute simple, un enfant est un personnage supplémentaire qui peut apporter bon nombre de sous-intrigues et un nouveau dynamisme. En tous les cas, quelle que soit la manière de traiter le sujet, ce sera toujours délicat. Et cela risque d'être une intrigue assez présente dans la prochaine saison.
Peut-être que c'est l'aspect le plus frustrant de l'épisode à regarder, mais rappelez-vous qu'avec Eluva, tout est une question de timing. On en a déjà parlé maintes fois sur la chaîne et durant les précédentes reviews. Le Stolitz, c'est un des aspects pivots de la série, la relation entre les deux personnages est quasi centrale à l'intrigue. Et donc, quoi de plus frustrant quand on a attendu 2 saisons entières de voir 2 personnages ensemble que de constater qu'on est probablement revenu à zéro. Et si vous aviez déjà sorti vos petits fanions Stolitz ou étiez en train d'écrire votre commentaire pour dire à quel point vous étiez ravis de leur canonisation, je suis désolée de vous dire qu'on va très vite casser l'ambiance ici. Non, le Stolitz n'est pas devenu canon. Je sais, ça fait mal, on va tous s'en remettre peu à peu. Bien loin d'avoir enfin nos 2 tourtereaux sur la même longueur d'onde, nous avons assisté avec impuissance à un reverse de leur dynamique. Si jusqu'à maintenant c'est Stolas qui courait après Blitz, c'est maintenant Limp qui va devoir trimer pour regagner le cœur du prince. Et croyez-moi, ce sera pas mince à faire. Bon, prenons un peu le positif de toute cette situation. Blitz. Il revient de loin, notre petit Imp. Celui qui craignait l'engagement ou qui pensait que Stolas ne le considérait que comme un jouet, et en même temps, après le sacrifice de celui-ci, comment douter à présent de ses sentiments envers lui? Limp est sur un petit nuage. Son entreprise est florissante, il accueille l'homme qu'il aime sous son toit, attentionné, prévenant, quelque chose qu'on aurait eu bien du mal à imaginer quelques épisodes plus tôt. Il aide Stolas à s'adapter, le guide dans la ville et dans sa nouvelle vie, et finit même au bout du compte par lui proposer de venir travailler pour IMP, même si cela ne ravit pas spécialement Stolas. Il est beaucoup plus attentif à la situation, captant de suite que le contexte de la demande que leur nouvelle cliente évoque fait écho à leur propre situation, chose qu'il aurait probablement laissé couler ou même pas remarqué auparavant. D'ailleurs, voyant le mal que cela fait à Stolas, Blitz décide de la faire payer double. Une fois confronté à sa cible, Blitz lui-même est hanté par une vision qu'il voudrait être sa vie. Il reconnaît ses désirs en ses victimes et c'est la première fois que du point de vue de Blitz, on voit ce qu'il désire réellement. Jusqu'à maintenant, tout n'était que spéculation et pourtant aujourd'hui nous le voyons factuellement, Blitz veut vivre une vie de famille heureuse avec Stolas. Une vie simple. Il renonce donc à accomplir sa mission. Son dévouement envers Stolas est encore plus clair durant le combat contre André Alphus. Et quel combat! À son tour, Blitz fait tout pour sauver Stolas, tout jusqu'à aller dans le ventre du dragon pour sauver son prince. Il est là le conte de fées dont Stolas avait toujours rêvé. On a même le droit à un véritable baiser passionné entre les 2 protagonistes. Enfin! Mais voilà, la vie n'est pas un conte de fées. Et plus doux est le rêve, plus brutal sera le réveil. La confrontation d'Octavia et Stolas marque une violente rupture entre ses attentes et la réalité. Outre le fait de ne pas être d'accord avec Octavia, la réaction qu'elle a vis-à-vis de son père fait comprendre une seule chose à Stolas. Jamais il n'aura vraiment le droit d'être heureux. Stolas aujourd'hui aime Blitz, mais pour cet amour, il doit sacrifier malgré lui sa fille. Stolas a choisi ce qui était juste, il a choisi son cœur, et pourtant, celui-ci est à présent brisé. Le prince vit actuellement peut-être la pire situation de sa vie. Il se retrouve dans un état dépressif encore plus violent qu'avant d'avoir conversé avec Octavia, passant de son premier amour enfin concrétisé au prix à payer. Et fallait le faire honnêtement. Mais en même temps, si la jeune fille pensait qu'il allait aller mieux sans elle, en mode oui bah si c'est à cause de moi que t'as besoin de prendre des médocs, bah t'as qu'à vivre sans moi. Ouais bon allez, on respire. Stolas vient réellement de réaliser ce qu'avoir fait ce choix impliquait. Il avait fini par s'habituer, disons, à vivre avec Blitz, à avoir un quotidien plus classique, mais au fond de lui, l'objectif de voir Octavia et de tout expliquer à sa fille restait bien présent. Mais après cette confrontation, sa réalité s'est complètement effondrée. L'être pour lequel il avait jusqu'à maintenant dédié sa vie, la moindre fibre de son être, lui a tourné le dos. Et tout ça pourquoi? Pour un amour d'enfance, une romance imaginaire, un mirage, alors qu'il pensait enfin vivre sa fin heureuse. Certes, à présent, il a Blitz, mais à quel prix? Est-ce que l'amour, entre guillemets, valait vraiment de perdre privilège, statut social, pouvoir, et plus important que tout, encore une fois, sa fille. En tous les cas, Stolas ne blâme pas Blitz, il sait que cette décision lui appartient. Mais aujourd'hui, c'est un choix qu'il regrette. Et c'est ok, et surtout totalement normal. Stolas a agi par impulsion, par amour, et surtout, il pensait mourir. Finalement, il survit et se retrouve confronté à tout un tas de problématiques auxquelles il n'avait pas pensé. Il n'a plus sa fille, alors bien évidemment qu'il regrette, et en même temps, qui ne regretterait pas honnêtement? De son côté, Blitz est ultra compréhensif. Il ne cherche pas à pousser le prince au dialogue, il ne cherche pas à le stimuler, il sait que tout ce dont Stolas a besoin, c'est du temps et d'être là pour lui. Leur conversation sur le balcon sonne comme fataliste. Blitz tente un rapprochement de rassurer Stolas, ou du moins de lui expliquer qu'il le comprend, mais comme pour faire écho à cette fameuse scène nous ayant tous traumatisés au Oziz, ici c'est Stolas qui ne laisse pas Blitz lui prendre la main. Alors oui, ils dansent ensemble, ils dansent sur une musique de Noël, mais cette scène a comme un goût de nostalgie, comme si de vieux amis se ressassaient une époque lointaine qui n'existait plus. Ils
Ils hésitent à s'embrasser, mais encore une fois, dans Helluva, tout est une question de timing. Ce n'est pas encore le bon moment. Maintenant, Blitz est là pour Stolas, mais est-ce vraiment ce dont le prince a besoin et envie à présent? La chanson qui passe en fond me conforte dans ce présent et ce futur incertain pour le Stolitz, parlant de quelqu'un qui s'en va en promettant de revenir, tandis que l'autre l'attend en l'aimant inconditionnellement. Je pense réellement que la balance s'est inversée et qu'à présent Blitz devra redoubler d'efforts pour gagner à nouveau le cœur de Stolas, qui même s'il l'aime, a sacrifié trop de choses pour cette relation pour y être pleinement épanoui. Since Mess, c'était le dernier épisode de la saison 2 d'Helluva Boss, une saison de 12 épisodes dont la suite ne devrait pas pointer le bout de son nez avant mi-2026 au plus tôt. Une seconde saison qui a été tellement riche en émotions, en découvertes, en innovations, en évolution et beaucoup d'autres trucs qui finissent en sion. Je suis ravie de cette évolution et du tournant qu'a pris la série. De plus en plus de thématiques sérieuses y sont abordées, les personnages ont des développements notables, le lore de l'univers s'étend d'épisode en épisode et c'est toujours un plaisir de replonger dans l'enfer de Vivienne. Certains d'entre vous viennent peut-être de découvrir la série sur Prime et de tout binge-watcher, d'autres attendent déjà la suite depuis presque 9 mois. Mais à présent, nous allons devoir laisser les personnages se reposer. La saison 3 nous est vendue comme la meilleure des 4 par la créatrice, espérons que nous pourrons la découvrir le plus rapidement possible. En attendant, n'oubliez pas que les épisodes short sortent très régulièrement sur la chaîne de Vivzi, mais aussi qu'Hasbin Hotel fera son grand retour sur Amazon en octobre. Le Helloverse a encore de beaux jours devant lui sur internet et la chaîne. Moi je vous remercie encore de toujours suivre mon travail. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez évidemment pas à vous abonner, à activer la cloche, etc. En tout cas nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.